Bonjour à tous, j'espère que jusqu'à alors la journée se passe comme vous le souhaitez. Donc ensemble on va voir un principe simple de déploiement dans le cloud d'une solution de base de données basée sur DataStax. Alors vous nous connaissez peut-être autrement, vous nous connaissez sous l'acronyme de Cassandra. En fait nous sommes à l'origine de la base de données NoSQL Cassandra. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, repose sur ce qu'on appelle un principe anthropique. En informatique, on connaît tous ce que c'est. On a tous été confrontés en tant qu'architectes, développeurs, chefs de projet, etc., aux problèmes posés par le désordre, le chaos, le fait qu'à un moment donné, indépendamment des efforts que nous mettons dans la qualité des infrastructures, de nos développements, à un moment donné, on rencontre des bugs, des problèmes de performance qui font que les applications deviennent indisponibles. Et ça, c'est un principe, j'allais dire, c'est un principe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coder, on ne peut pas déployer, on ne peut pas designer une infrastructure, quel que soit le domaine, sans anticiper en fait ou intégrer ces principes anthropiques. Ce principe fait que, de toute façon, quoi que nous faisions, nous allons aller vers le chaos. Donc les choses vont finir par ne pas fonctionner. Appliquer à la donnée, c'est très compliqué. Parce que on peut réfléchir à des alternatives. Et traditionnellement, historiquement, dans le monde de la database, avec les bases de données RDBMS, la solution était de chercher à scaler. Scaler d'abord verticalement. Donc, à adresser un problème de ressources, notre premier réflexe, c'est de l'augmenter. On va augmenter la CPU, on va dynamiser le réseau, on va dynamiser nos serveurs, on va tonifier tout ça, le rendre plus conséquent, en espérant qu'à un moment donné, ça permette de libérer des goulots d'étranglement et donc de, momentanément au moins, satisfaire l'augmentation des besoins. En réalité, c'est une fuite en avant, puisque l'étape d'après, on aura plus de clients, plus de charges, plus de connexions, et au final, on devra une fois de plus dépasser le problème. Mais ce mode de scalabilité verticale, à un moment donné, n'apporte plus la réponse. De manière exponentielle, on peut toujours chercher à augmenter les ressources. À un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Alors on s'est dit, ici on est plusieurs, je pense, à s'être dit, une manière de faire face au problème anthropique par le problème de verticalité, de scalabilité verticale, et de chercher aussi à déporter la gestion du problème de nos infrastructures on-premise vers le cloud. En se disant, si on n'est pas capable de traiter le problème nous-mêmes, à notre échelle, peut-être serait-il plus sûr de le confier à des opérateurs qui, à grande échelle, pourront alors prendre en charge une partie du problème. Et vient alors la promesse du cloud. Cette promesse qui fait qu'avec le cloud, nous allons devenir plus agiles. Il sera plus simple de faire face aux problèmes anthropiques en déportant la capacité à les résoudre auprès d'équipes d'experts qui seront là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout sur la planète. Seulement voilà, le principe anthropique étant un principe, ce qui vaut on-premise vaut sur le cloud. Et cette promesse qu'on croyait simple, en fait, reste quand même un problème. Alors, ce n'est pas une image, c'est concret. Alors évidemment, pour les sociétés, ça entraîne des problèmes de coûts, mais pour nous, en tant qu'architectes et développeurs, le problème est différent. C'est-à-dire que, OK, la page sourit, très bien, mais ça veut dire que dans notre manière de coder, on va devoir changer des choses pour faire face à ce principe anthropique qu'on ne peut plus déporter sur les providers de cloud. Ça veut dire qu'on doit donc intégrer ces principes-là dans notre manière de coder les applications. C'est d'autant plus vrai que on pourrait croire que tout ça, ne sont que plutôt que des épiphénomènes
qui se produisent que très rarement, de manière occasionnelle. Le croyez-vous vraiment? Non seulement ces problèmes ne sont pas occasionnels, mais ils sont quotidiens. Et non seulement sont-ils quotidiens, mais sont-ils sur toutes les zones sur lesquelles les clouds sont déployés. Alors ici, nous voyons l'exemple d'Amazon. Ce n'est pas un parti pris, c'est juste à titre d'exemple. Mais lorsque vous voyez ce slide, vous en déduisez que quand même la zone de risque est finalement relativement forte. Ce qui sous-entend, ce qui implique que oui, effectivement, dans notre manière de coder les applications, alors le principe anthropique doit être fortement intégré. Ça veut donc dire, en tant que développeur, si vous souhaitez mettre en place une infrastructure qui soit hybride ou multi-cloud, puisque aller vers un seul provider ne suffit pas, ça veut dire qu'une des solutions naturelles à laquelle on doit penser, c'est devenir multi-cloud. Puisqu'Amazon tombe en rade, je vais aller chez Azure et chez Google en même temps. Je vais donc devoir imaginer, avant d'intégrer dans mon code une manière anthropique de faire face au problème, d'adopter une stratégie multi-cloud. Mais alors, si je souhaite faire ça, et répartir des clouds sur la planète, en répartissant des zones géographiques et en les associant à des cloud providers, ici j'en ai retenu 3, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de mon développement? Que je dois devenir un expert de chacune des API d'Amazon, de Google et d'Azure? Franchement. Ça veut dire qu'il faut que je prévoie tous les scénarios possibles qui vont faire en sorte que mes applications vont tomber en panne et qu'en fonction, je devrais avoir des modes opératoires automatisés pour communiquer avec chacun des différents cloud providers sur les différentes zones géographiques qui, bien sûr, viennent avec leurs propres contraintes légales, GDPR, etc. Non, c'est franchement impossible. Surtout qu'en tant que développeur, on doit se concentrer sur la valeur, sur le microservice qu'on est en train de développer. C'est là où c'est ce sur quoi nous avons la maîtrise. On n'a pas la maîtrise sur le reste. Et du coup, est-ce que je dois passer du temps à sortir de ma zone d'obligation ou à chercher à créer et à maintenir, à sécuriser une intégration avec les bases de données sous-jacentes, en fait, sur lesquelles mes données vont in fine être stockées? Alors évidemment, en vous posant la question, j'ai implicitement la réponse. Chez DataStax, on a réfléchi à ça, parce qu'on a vu que nos clients font face à ça d'une manière réelle et quotidienne, parce qu'ils nous confient ce qui est business critical pour eux. Vous ne connaissez peut-être pas le nom DataStax, vous connaissez certainement le nom Cassandra, mais je suis sûr que vous connaissez le mot Netflix. Netflix, c'est la société qui a choisi d'être à 95% non RDBMS. Et devinez quoi? Où sont ces 95% de données? Chez DataStax. Donc, et la manière avec laquelle ils ont implémenté ça, c'est en multi-cloud. C'est-à-dire, en fait, ils ont implémenté tous ces principes anthropiques, ils nous ont confié, ils nous ont déporté, en fait, la complexité, de sorte à pouvoir se concentrer sur le service qu'ils proposent aux utilisateurs, à ce qu'on utilise, et qui fait que, quel que soit l'endroit où je vais me connecter, à partir de ma télévision, de mon mobile, que je sois à l'aéroport Charles de Gaulle le matin et à New York l'après-midi, je vais être capable d'accéder à mes films en continu, en redémarrant de la seconde là où je me suis arrêté avant. Donc on a intégré ça pour vous. Si bien que notre proposition de valeur, c'est de chercher en fait, à vous libérer de la complexité en fait, de ce principe anthropique pour que vous gardiez la gestion et la maîtrise de ce sur quoi vous êtes, vous êtes engagé, l'application, le microservice. Et nous, DataStax, on va prendre en charge en fait, cette gestion pour pouvoir permettre de garder les applications fluides, en accès continu, en temps réel et linéairement scalable. Alors pour ça, il n'y a pas de magie. Cette interface avec laquelle on va permettre de développer ce principe anthropique, nous, on l'a codé au niveau des drivers. Et en quelques lignes de code,
en fait, on va permettre de référencer ce qu'il faut dans vos applications, dans vos microservices, pour faire dialoguer avec une base de données sans se soucier des contraintes d'intégration qui vont avec. Et typiquement, je ne vais pas ici rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire l'offense de détailler tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est le paradoxe entre le peu de lignes de code nécessaires d'une part, par rapport à l'impact que ça a sur la qualité de service qu'il va y avoir dans vos applications. Ça va avoir un impact, bien sûr, sur votre code, sur la maintenance, sur la manière avec laquelle les applications vont être livrées aux utilisateurs. Et tout ça, ça fait appel à très peu de features chez nous. Très peu de code. Ici, vous avez un schéma qui va représenter en fait un mode de connexion basé sur le principe de multi-data center géographiquement répartis. Un à New York et l'autre à Tokyo. Bien, en fait, en fonction des stratégies qu'on va utiliser, on va pouvoir détecter qu'en fonction du client, de mon application cliente, je vais d'abord devoir me connecter à New York plutôt qu'à Tokyo, parce que mon IP adresse est plus proche de New York que de Tokyo. Je sais aussi que mes données, parce que nous sommes dans un environnement de données distribuées, vont être localisées sur 3 de mes nœuds, ici le 4, le 3, le 8, mais que le plus proche est le 4. Je sais donc aussi que la prochaine connexion se fera sur le 3 pour équilibrer la charge entre les différents nœuds. Évidemment, tout ça à coder, si vous deviez réfléchir cette intelligence pour l'intégrer dans vos applications, ça prend des jours à mettre en avant, peut-être des années. Et après, encore faut-il jouer avec la maintenabilité, les upgrades, bref, tout ce qui fait la poésie dans laquelle nous aimons raconter nos histoires. Voilà pour les principes. Ce que je vous propose, c'est de mettre en image ce que nous venons de voir et de voir comment, en fait, dans les faits, la proposition de valeur DataStax vous permet de déployer de manière multi-cloud vos applications. Alors, je ne vous demandais pas tout à l'heure de me croire sur parole lorsque j'évoquais les problèmes d'Amazon. Vous voyez ici dans mon URL, et on va la rafraîchir ensemble, le Down Detector Website. C'est un site en fait, qui recense tous les outages qui existent sur le cloud. Et typiquement, si je le rafraîchis à l'instant devant vous, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la zone Europe n'échappe pas au problème. Que donc, oui, réfléchir multi-cloud, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Alors, en fait, pour vous faire la démo, on va partir en fait, de la mise en place de 3 clusters, enfin d'un cluster basé sur 3 data centers, répartis sur 3 régions du monde, dont 2 sont situés aux US. Chacun des data centers est en fait localisé chez un grand provider de cloud. Et on va être dans le cas où on va simuler des transactions, on va exécuter des transactions et des paiements en temps réel. Et on va se placer dans la position où un problème technique extrême se produit dans un des data centers. Non pas simplement un nœud des data centers, mais le data center. On va simuler en fait un unplug de switch, ce qui est vraiment extrême, mais qui est un cas d'entropie. Alors, lançons ce qui se passerait sur un site Amazon, par exemple, pour ne pas le citer. On va avoir des achats, des paiements qui vont être faits. Et ces achats, ces paiements vont être enregistrés sur un des data centers de notre cluster. Et là, en l'occurrence, vous voyez au milieu que tous ces enregistrements, tous ces achats sont stockés sur le cluster Amazon. Ici, tout se passe bien, tout est au vert sur chacun des data centers. Mais que se passe-t-il, par exemple, si par hasard, un nœud tombe? C'est sans impact sur l'application, parce qu'on a intégré un principe entropique qui fait que si jamais un nœud devait tomber sur un des serveurs du data center, l'application peut continuer de fonctionner naturellement. Donc on ne perd pas de transaction. Par contre, que se passe-t-il si je perds l'intégralité du data center? Eh bien, si je perds l'intégralité du data center, automatiquement, dans la milliseconde, je switch sur Azure. Pourquoi Azure? Parce que c'était le data center qui était le plus proche géographiquement d'Amazon. Ce qui m'a permis,
sans rien faire, de continuer à avoir une application qui fonctionne, qui est customer-facing, qui a donc un enjeu de chiffre d'affaires, de marge, d'image de marque, de churn. Et ça, en tant que développeur, pour le mettre en place, j'ai exploité les lignes de code que je vous ai montrées tout à l'heure dans les slides. Évidemment, il y a un fort écart entre l'intelligence à laquelle ça renvoie et l'effort de développement nécessaire pour le rendre effectif. Donc, voilà l'idée. Voilà l'idée de mettre en place un déploiement multi-cloud avec des développements qui sont pensés multi-cloud sans l'effort qu'il faudrait avoir à mettre en œuvre pour le réaliser de manière successful. En DataStax, c'est ça notre valeur ajoutée. Ce n'est pas simplement d'avoir étendu les fonctionnalités de Cassandra. C'est bien plus riche que ça. C'est de proposer une solution qui va permettre de se déployer en assurant que le temps réel soit respecté, que la distribution des données soit homogène, que la scalabilité soit effectivement linéaire, et tout ça en faisant en sorte que les projets puissent être développés de manière lisible, facile, rapide, et donc à moindre coût, et que les applications derrière puissent être facilement maintenues, car à la fois le développement est facilité, mais tout autant les opérations. Là, en tant que DBA, j'ai le temps de diagnostiquer. J'ai le temps de comprendre le problème. J'ai le temps de développer un patch et de le tester, voire même de le déployer. J'ai en place une infrastructure, une architecture qui intègre des principes anthropiques. Voilà pour la partie question, pour la partie présentation, pardon, et c'est avec plaisir que je répondrai Merci David. à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Imaginons qu'un nouveau provider de cloud émergeait, disons, je ne sais pas, un cloud chinois. Combien de temps ça prendrait à DataStax pour le rentrer dans la solution, pour prendre en compte un quatrième acteur? En fait, nous sommes cloud agnostiques, c'est-à-dire que notre solution est bâtie pour le cloud indépendamment du provider de cloud. On déploie sur des instances indépendamment du fournisseur, comme on le ferait sur une VM ou sur du bare metal chez soi, on-premise. Donc en fait, l'arrivée d'un nouvel acteur ne va rien changer dans le mode de déploiement. Elle va avoir plus ou moins d'avantages par rapport au pays, par rapport à l'application, par rapport à un certain niveau de service qui sera apporté, mais certainement pas par rapport à des contraintes côté DataStax. D'accord. Merci. Une question? Vous êtes timide? Merci David. Écoutez, avec plaisir. On est juste peut-être...